Alors bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça m'a été demandé la dernière fois une vidéo sur la régression logistique avec l'SR. Alors je vous présente cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais me limiter à un modèle avec une seule variable dépendante. Alors c'est quoi la régression logistique? J'ai déjà présenté plusieurs vidéos sur ça, mais là je vous présente cette analyse avec l'SR que j'aime vraiment énormément. C'est un package très intéressant et je vais vous mettre dans la description bien sûr le fichier, un lien vers le fichier si vous voulez le télécharger, le même fichier, et puis également le script, voilà, ce même script si vous voulez l'utiliser bien sûr vous-même. Alors vidéo d'aujourd'hui, vidéo courte où on va présenter juste ce modèle. On va essayer d'interpréter le résultat et avant cela, on va également voir les hypothèses statistiques de la régression logistique. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous invite à visionner la vidéo sur R où c'est un peu plus détaillé. Je présente, voilà, c'est une vidéo un peu plus longue. Donc, pour télécharger le fichier, alors je vous conseille d'utiliser ce package readr. Et ce package readr vous permet de lire les fichiers CSV, bien sûr, même si cette fonction existe bien sûr dans R, mais ça vous permet d'éviter souvent des erreurs. Alors df, on va appeler cette fonction. Alors ce fichier turnover, c'est quoi? Alors c'est un fichier qui concerne des employés. Le turnover, c'est le nombre de personnes qui quittent l'entreprise, on va dire d'une manière annuelle. Et donc, on va essayer de prédire, d'ailleurs je vous mets head, comme ça vous voyez un peu, voilà. Et donc, c'est une variable ici, la variable qui nous intéresse, c'est celle-là, turnover, c'est une variable qui est binaire, d'où bien sûr l'utilisation d'un modèle logistique. Parce qu'un modèle logistique, il faut que la variable dépendante soit binaire, c'est-à-dire 0,1. Il faut qu'il y ait que deux possibilités. Et donc ici, turnover justement, est-ce que l'employé est parti? D'ailleurs, ici, les ID, ce sont juste des employés. L'employé, par exemple, 559. Donc, ce sont juste des matricules des employés. Et par exemple, ceux-là, ils sont partis. Celui-là est parti. La même chose ici, la même chose. Mais bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont restées. Et pour ces personnes, on aura un turnover de 0 ici, dans la valeur. Et donc, on va essayer de prédire ça en fonction de 4 variables. Première variable, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai fait une petite traduction parce que le fichier est à la base en anglais. Et donc, ID, j'ai laissé ça comme ça. Turnover, la même chose. Là, la troisième, c'est satisfaction au travail. D'ailleurs, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui pour un modèle simple. Et puis, ensuite, on aura l'implication organisationnelle dans l'entreprise, l'intention de quitter et l'affectivité négative. Voilà. Donc, voici les 4 variables. Alors, ici, la deuxième ligne, ce sont les 4 variables indépendantes, pardon, et on a une seule variable qui est dépendante. Et bien sûr, la première colonne, c'est juste l'ID de l'employé. Donc, un modèle logistique, c'est vraiment ça. C'est une variable dépendante où vous avez deux possibilités, 0, 1, et puis vous aurez d'autres variables qui vont prédire cette variable dépendante. Dans notre cas ici, c'est le turnover. Alors, je vais faire juste call names pour que, non, pour juste transformer, juste changer les noms de variables, les mettre en français. Comme ça, vous pourrez bien sûr suivre facilement ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, on va utiliser uniquement, comme j'ai dit, un modèle simple. On va prédire le turnover en fonction de la satisfaction au travail. Donc là, c'est sur une échelle. Bien sûr, je peux faire, par exemple, summary ici de DF et voici donc les différentes échelles. Par exemple, turnover, c'est 0, maximum, bien sûr, c'est 1. Donc, c'est une variable binaire. Et on va s'intéresser à la deuxième, satisfaction au travail. Minimum, c'est 0,23, donc 0, on va dire. Et puis, maximum, c'est 6. Voilà. Donc, c'est une variable, bien sûr, ici, qui est ordinale, mais qu'on va considérer comme une variable quantitative. Même si, bien sûr, dans le cas logistique, on peut utiliser également des variables binaires comme des variables indépendante. Donc, tout est possible dans un modèle logistique. Voilà. Donc, on va vérifier les hypothèses statistiques. Les hypothèses statistiques sont les suivantes dans un modèle logistique. Vous allez voir, on ne peut pas toutes les tester parce qu'on n'est que sur un modèle simple. Mais dans la vidéo qui va suivre, la vidéo suivante, je vais vous présenter vraiment la vérification de toutes
ces hypothèses sous-jacentes à un modèle logistique. Donc, première hypothèse, c'est que l'échantillon doit être aléatoire. C'est normal, les individus, il faut qu'ils soient sélectionnés d'une manière aléatoire. L'absence de valeurs aberrantes, ça on va le vérifier dans ce modèle parce qu'on peut le faire sur un modèle qui est simple. Troisième hypothèse, la variable dépendante doit être binaire. Regardez, on a déjà vérifié ça ici. La corrélation doit être linéaire entre la variable indépendante ici, ou bien les variables indépendantes, dans notre cas c'est la satisfaction au travail, et la transformation du logit de la variable dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça plus tard. L'absence de multicollinéarité, on ne va pas le vérifier aujourd'hui parce qu'on n'a pas plusieurs variables indépendantes. Mais à partir de 2, il faut que ces deux variables ne soient pas trop corrélées. C'est ça ce que ça veut dire. On va vérifier ça dans la vidéo suivante. Donc, encore, bien sûr, on appelle ce package LSR. Alors, si vous ne l'avez pas, partez sur Session et faites ici, Tools, et faites Install Packages, bien sûr, et vous cherchez, bien sûr, LSR. Ici, il se trouve ici. Et vous l'installez avant de faire, bien sûr, Library. Donc, moi, je fais que Library. Alors, voici, comme à l'accoutumée avec LSR, c'est très peu de code, mais ça donne beaucoup de choses. Donc, la fonction, ça s'appelle logit avec L majuscule. Et dans cette fonction, vous avez une formule, myFormula, et vous avez les données. C'est tout ce qu'on va utiliser, nous. Alors, les formules, ce sont les formules classiques dans le modèle linéaire sur R, c'est-à-dire variable dépendante, tilde. Dans mon cas, c'est option N. Option N, je ne sais pas ce que c'est sur un clavier Windows. Et puis après, variable indépendante, bien sûr, on va utiliser nous la satisfaction au travail. Voilà, donc c'est très simple, vous faites que ça. Et ça vous donne le modèle avec son graphique. Donc voici un modèle classique d'une régression logistique parce que on n'a que 0 pour la variable dépendante. Ici, regardez sur l'axe vertical et 1 pour la variable encore dépendante. Donc on n'a que deux possibilités. On voit bien ici qu'il y a un chevauchement. Il est quand même très accentué parce que, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Entre 3 et 4 sur la satisfaction au travail, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'individus ici et également beaucoup d'individus qui ont quitté l'entreprise parce que, rappelez-vous, turnover, c'est partir de l'entreprise. Donc 1, ce sont des gens qui sont partis et 0, ils sont restés. Alors on voit bien que beaucoup de personnes, ils ont donné la note de 3 pour la satisfaction ou bien la note de 4. Certains sont restés, certains sont partis. On voit bien que ce n'est pas un excellent modèle pour prédire parce qu'un modèle idéal, bien sûr, voudrait théoriquement dire que lorsqu'on est satisfait, on ne va pas partir. Tout simplement. Et donc, si on est satisfait, on sera beaucoup plus sur 0. C'est-à-dire, si on est entre, on va dire, 3,5, la moyenne, 3,5 et 6, on va plutôt être sur du 0. Et si on est entre 1 et plutôt 0, parce que ça commence à 0, donc 1 et 0, pardon, et 3, on serait beaucoup plus sur 1. Mais ici, c'est un modèle vraiment pas top. Voilà. Mais on va vérifier tout ça. Donc, on vérifie d'abord les hypothèses. Donc, les hypothèses aléatoires, comme j'ai dit, on va supposer que c'est un modèle aléatoire. Un échantillon, pardon, aléatoire. Pour les valeurs aberrantes, bien sûr, on peut vérifier ça grâce à la sortie de LSR. Alors, il vous donne ce tableau que j'ai déjà présenté un tout petit peu sur la régression linéaire. Et donc, il vous donne plusieurs choses. Il vous donne Cook's distance, dfits, rstudent, residual, etc. Residual, c'est tout simplement le résidu en fonction de la valeur prédite. Donc, voici la valeur prédite ici, P. J'explique un tout petit peu ces éléments en détail dans une vidéo que j'ai présentée sur la régression sur R, dans la playlist R. Je vous invite à vous visionner si vous voulez comprendre un tout petit peu plus tout ça. Mais voilà, donc il classe les individus statistiques en fonction, par exemple, l'individu numéro 69, c'est la personne qui a la Cook's distance la plus élevée. C'est 0,08. Alors, il n'y a pas vraiment de règle générale pour le Cook's distance. Mais ce qu'il faut faire, c'est visionner un tout petit peu les individus et voir quels sont les individus qui s'éloignent quand même sur
cette distance, parce que c'est une distance en fait. Et on voit bien qu'on est à 0,01, 001, 001, 002, 002, 003, 004, 004, 004, etc. Et là, on passe à 006 et 008. Donc c'est pour cela que ces deux individus, quand même, sont les premiers, la personne, l'employé 69 et l'employé numéro 7. Bien sûr, pour les trouver, c'est facile, hein. Vous partez juste sur la base de données, on clique dessus sur DF et vous cherchez la personne 69. Regardez ici, voilà, c'est l'employé 865. C'est celui-là. Et cet individu, il vous dit que, non, 69, pardon, celui-là, 873. Donc cet individu, il est parti, hein, il a turnover numéro 1, et il est à 6, regardez bien, il est à 6 sur la satisfaction au travail. On voit bien que toutes les personnes aux alentours ne sont pas à 6. Donc celui-là, il est très satisfait. C'est pas qu'il est très satisfait, il est le maximum de satisfaction. Parce que sur l'échelle, rappelez-vous, on avait vu tout à l'heure, c'était entre 0 et 6. Donc lui, il est très, enfin, c'est le top de la satisfaction, et pourtant, il est parti. Et ça, c'est problématique. Donc l'idée de vérifier tout ça avec la sortie de l'SR, c'est de voir est-ce que vous avez peut-être fait une petite erreur dans la saisie, par exemple, pour cet individu. Ou bien, c'est vraiment quelqu'un de complètement aberrant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une valeur aberrante, parce que ça pose des questions, on n'est pas sûr sur son choix de donner une certaine appréciation pour une variable donnée dans le questionnaire. Et donc là, c'est très important de comprendre. Alors la même chose pour la personne 7, celle-là, elle est vraiment très peu satisfaite, et pourtant elle est restée. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut analyser ces individus. Après, vous avez les résidus qui ne sont pas très élevés. Et vous avez aussi l'ArcStudent qui n'est pas très élevé non plus. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de ne pas supprimer directement ces individus. C'est d'observer, de voir les autres mesures. Parce que Cooks n'est qu'une mesure. Vous avez aussi des fits également. Et de voir est-ce qu'il y a vraiment un écart. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment un écart par rapport aux autres mesures. Donc l'idée c'est de voir si vous avez fait une erreur de saisie ou bien prendre la décision de supprimer l'individu va bien sûr être la dernière chose à décider, parce que il ne faut pas s'aventurer à éliminer des individus juste comme ça parce que vous trouvez qu'ils sont aberrants. Donc l'idée bien sûr est de vérifier les valeurs aberrantes et de prendre une décision sur bien sûr on va dire sur une assise beaucoup plus scientifiquement et théoriquement solide. Voilà, mais pas juste comme ça supprimer des individus statistiques, surtout que on n'a que 99 observations et donc on a besoin de toutes les observations ici. La variable dépendante binaire, bien sûr, corrélation linéaire entre la variable indépendante et la transformation du logit de la variable dépendante. Alors ce qu'on fait, voici un test qu'on utilise souvent dans bien sûr, on peut utiliser ça d'une manière directe ou bien on utilise la fonction logit. Alors dans la fonction logit, regardez le changement qu'on a fait. Variable dépendante toujours, variable indépendante, plus on rajoute une interaction. Alors les deux points ici, c'est juste une multiplication de quoi? De la variable indépendante et le logarithme de cette variable. Si on trouve que cette nouvelle variable est statistiquement significative avec bien sûr la variable dépendante, c'est problématique. Si on ne trouve pas que c'est significatif, je parle toujours de bien sûr la p-value, à ce moment-là, c'est aucun problème. Et au contraire, on va supposer à partir de là qu'il y a une linéarité justement entre la variable indépendante et la transformation logarithmique de la variable, bien sûr, et de turnover. Alors c'est pour ça qu'on fait la logarithme ici, pour ne pas le faire ici également. Donc, je fais logit. J'ai rajouté un petit script, c'est brief equal true, pour qu'il ne me donne pas tous les éléments parce que ça ne m'intéresse pas ici. Je n'ai pas besoin du graphique et des autres tableaux qu'on va analyser plus tard. Donc, vous venez ici, comme j'ai dit, vous vérifiez cette nouvelle variable que vous avez créée et on voit bien que sa p-value, elle n'est pas significative, ce qui bien sûr, nous dit ici que il existe une linéarité justement entre la variable indépendante,
satisfaction au travail et le logarithme de la variable dépendante turnover. Voilà. Donc, on a vérifié toutes les hypothèses. La dernière, on ne peut pas la vérifier parce qu'on n'a pas deux variables indépendantes. On va le faire dans la vidéo suivante. Voilà. Donc, pour un modèle simple comme celui-là, on est à l'aise. C'est un bon modèle. On peut aller à l'interprétation. Alors, ce qu'on va faire pour l'interprétation, pour gagner du temps, je vais aller directement sur... bien sûr, je reviens à mon modèle de départ. Hein. Il ne faut pas, bien sûr, utiliser le modèle, ce nouveau modèle, parce que ce nouveau modèle nous permet juste de vérifier l'hypothèse. Alors, vous venez directement, on va analyser deux choses. On va analyser ici, le modèle, rappelez-vous le tableau, celui-là, et vous voyez bien que vous avez un estimate qui est négatif. Avec sa p-value, c'est ça ce qu'il faut faire comme d'habitude, on voit bien que c'est inférieur à 0,05 et donc on va dire que la satisfaction au travail prédit d'une manière négative, statistiquement significative, la turnover. C'est-à-dire qu'un employé qui est plus satisfait aura l'intention de quitter qui est inférieure, c'est-à-dire 0. Très bien. Alors maintenant, comment quantifier tout ça? Regardez ce qu'on fait, c'est très simple. Alors, si on prend cette valeur et qu'on fait 1 moins ça, regardez, 1 moins la valeur que vous trouvez ici, odds ratio, va vous donner, alors odds ratio tout simplement c'est ça, si on prend cette valeur, on fait exponentielle, ça j'explique un tout petit peu ça en détail dans la vidéo sur R, on fait exponentielle à moins 0,43 parce que la relation elle est bien sûr logarithmique, et donc si on prend exponentielle de ça, on obtient directement 0,6455, odds ratio. Et comment interpréter ça? Regardez, vous venez ici, vous faites juste 1 moins ça. 1 moins ça. Et ça, c'est quoi? 0,64. C'est l'exponentielle de la pente. Et donc, ça vous donne 0,345. Je pense que c'est le plus simple pour l'interprétation. Transformer ça en pourcentage, ça vous donne 34,5%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puisque la relation elle est négative, vous avez un odds ratio qui est inférieur à 1. Alors, inférieur à 1, pour une relation exponentielle, ça veut dire que ça diminue. Ça veut dire plus on est satisfait au travail, 34,5% de chance de ne pas quitter, hein, de moins quitter l'entreprise. Voilà comment on peut interpréter ce résultat. Dernière chose, c'est d'aller sur le dernier tableau qu'il vous donne, c'est on va dire la capacité du modèle à prédire. Alors si on avait vraiment, si vous voulez, par chance, puisque c'est 0,1, on va considérer que 50% serait le pourcentage de prédire quelque chose, parce que c'est 0,1. Et puisqu'ici on est à 58,2%, ça montre que le modèle prédit quand même un peu plus par rapport à la chance, parce que la chance de prédire une chose qui se manifeste dans la nature avec deux possibilités serait 50-50. Et donc on est à 58%, c'est pas un excellent modèle. Bien sûr, vous l'avez vu graphiquement, mais c'est pas un mauvais modèle non plus. Donc c'est un modèle moyen. Donc l'idée, bien sûr, par la suite, c'est d'améliorer ce modèle en intégrant d'autres variables. On va faire ça dans la vidéo suivante. Dernière chose, c'est dans ce tableau, si la personne était sur turnover, il y avait 59 personnes qui sont parties, 39 personnes qui sont restées, 60%, 39%. Excellent. Alors le modèle, lorsque la personne est partie, le modèle a prédit cette personne à partir à 49 cas. Ça nous montre ça nous donne on va dire une précision de 38%. Lorsque la personne est restée, il y avait 39 personnes qui sont restées. Le modèle a prédit ces personnes à rester uniquement 8 personnes. Mais il a fait l'erreur pour 31 personnes. Parce que 8 plus 31, ça vous donne 39. Donc, lorsque les personnes ne sont pas parties, le modèle était très mauvais, je pense, par rapport à l'autre cas, le premier cas. Donc, lorsque les personnes sont restées, le modèle a prédit qu'elles allaient partir. 31 personnes. Ça nous fait alors, correct, ça c'est correctness, c'est-à-dire une précision de 20%. Une moyenne des deux pourcentages, c'est 58%, d'où le pourcentage qu'on a interprété tout à l'heure. Donc, il vous donne ici accuracy, ça veut dire la capacité du modèle à prédire vraiment
les cas, les individus. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter un modèle logistique. Dans la vidéo suivante, on va voir avec d'autres variables. Bien sûr, on va améliorer notre modèle parce qu'on va intégrer d'autres variables pertinentes à prédire le turnover. Et vous allez voir qu'on aura d'autres choses à interpréter également.